Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, désolé pour ces quelques minutes de retard, on a eu un petit souci technique au dernier moment, mais ça y est, nous sommes partis. Nous inaugurons ce soir notre premier webinaire. Vous êtes un peu plus d'une centaine d'inscrits, des actionnaires salariés, des actionnaires salariés retraités, 3 administrateurs et un fondateur. Alors, Hubert, si vous êtes avec nous, et j'espère que c'est le cas, un salut tout particulier à vous. Alors, quelques principes sur ce webinaire. Nous allons vous faire défiler quelques diapositives pendant ce webinaire, diapositives que vous pourrez télécharger par la suite. Sur ces diapositives, vous verrez qu'on fait référence au rapport annuel qui est en ligne actuellement sur notre site, et vous pourrez approfondir les sujets qui sont évoqués dans les diapositives, puisque sur chaque diapositive, on fait référence aux pages du rapport annuel. Voilà, donc Patricia et moi, nous allons parler environ 30 minutes, et ensuite viendront les questions, puis la conclusion. Alors, le groupe Thermador, société de distribution, nous distribuons des matériels destinés à la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Nous alimentons 3 canaux de distribution. Le canal historique du groupe, c'est le canal professionnel. Et puis on a développé, et c'est vrai que c'est d'actualité aujourd'hui, le canal grand public. Et tout dernièrement, le canal web qui s'adresse à la fois aux professionnels et au grand public. Nos moyens de développement sont connus: développement des parts de marché, développement par les nouveaux produits, développement par de nouvelles filiales, comme Accélère et Hello récemment, par croissance externe. Alors, ce n'est pas dans l'habitude du groupe de faire de la croissance externe, sauf ces dernières années, nous allons dire, mais nous sommes plutôt une société axée sur la croissance organique et développement à l'international. Nous laissons à nos filiales toute initiative concernant leur stratégie, leur personnel, leurs clients, leurs fournisseurs. Ils ont également liberté sur l'innovation et ils doivent maîtriser leur compte d'exploitation. Donc, grande autonomie laissée à nos 14 filiales directes, sociétés commerciales, de manière à ce qu'elles soient efficaces et extrêmement dédiées à leurs clients et à leurs fournisseurs. On a quelques principes dans le groupe Thermador. Au niveau de nos filiales, on partage les bénéfices et on partage avec les salariés, mais on partage également nos bénéfices avec nos actionnaires, vous le savez, puisque nous n'avons jamais baissé notre dividende depuis que nous sommes introduits en bourse depuis plus de 30 ans. Alors, nous allons maintenant parler de nos marchés. Le marché historique du groupe Thermador, c'est le marché du bâtiment. Il y a 10 ans, le marché du bâtiment dans notre groupe pesait 55%. Aujourd'hui, ce marché-là pèse 38%. Ça ne signifie pas que nous avons perdu du chiffre d'affaires ou des parts de marché. C'est simplement que d'autres activités ont grandi plus vite que l'activité bâtiment. Alors, on est souvent montré comme une société cyclique, puisque vous le connaissez, ce cycle du bâtiment en France est assez parfois violent. Cela étant, on insiste toujours pour dire que nous vendons des matériels qui sont destinés à la rénovation et à la maintenance. Et on a coutume de faire ce calcul sur les 38%. Nous disons que 10% de notre activité est directement liée au logement neuf. Ce qui fait que nous avons uniquement... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 10% ou 25%? 10%. Ah, je me suis trompé. Donc sur les 38%, pardon, nous avons 25% qui est lié au logement neuf. Donc 25% des 38%, ça fait 10% de l'activité du groupe qui est liée au logement neuf. Ce qui fait que nous sommes finalement assez peu dépendants de ces cycles du bâtiment, des logements neufs. Et fort heureusement, puisque vous l'avez sans doute entendu, en 2018, le nombre de logements construits en France a diminué de 4%, on était à 420 000, et c'est vrai que c'est un marché qui est plutôt en décroissance en 2018 et qui le sera sans doute en 2019. Le marché de l'industrie est un marché qui a beaucoup cru pour nous les années passées, d'une part parce que les sociétés traditionnellement présentes dans ce marché, sectoriel et Sferaco, ont fait de la croissance, et ensuite Thermador International, et d'autre part parce que nous avons fait des acquisitions avec FG Inox et Sodeco en 2017, et que ça nous a permis d'atteindre cette part du chiffre d'affaires destiné à l'industrie. C'est vrai que c'est un bon équilibre bâtiment-industrie aujourd'hui qui s'est instauré. Et puis le marché de l'eau, nous intervenons avec 3 filiales dans ce marché-là.
Jetly, Dipra, qui vendent des pompes domestiques, et dernièrement Aelo, des pompes pour la piscine. Dernier marché dans lequel interviennent Mecafer, Domac et Sectoriel, marché du gros outillage, où nous vendons des compresseurs d'air, des groupes électrogènes, des postes de soudage au grand public, mais également dans le canal professionnel. Une diapo pour résumer tous nos métiers. Nous avions coutume de dire dans le groupe Thermador notre métier. Maintenant, nous disons nos métiers, puisque vous le voyez, dans cette diapositive, nos filiales ont quand même des métiers légèrement différents. Dans le premier carré rouge que vous voyez à gauche de cette diapositive, nous avons 4 sociétés qui livrent des grandes surfaces de bricolage, mais également des acteurs web, et tous ces produits sont majoritairement destinés au grand public. Alors, un événement notoire cette année, puisque nous avons fait l'acquisition le 31 décembre d'une société qui s'appelle Rousseau, et nous avons annoncé que l'objectif était de réunir à terme, dans une période de 3 ans, Dipra et Rousseau pour faire de cette entité une société plus forte dans ce marché et plus à même de répondre aux exigences des grands clients, qui sont le groupe ADO et Kingfisher par exemple. Isocel, société qui vend des composants aux fabricants. Aelo, cette nouvelle entreprise créée il y a peu de temps et qui fait déjà 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui livre directement à des pisciniers, des professionnels de la piscine. Jetly, société historique du groupe, puisqu'elle livre depuis de nombreuses années des pompes domestiques dans le canal professionnel. Et effectivement, dans toutes les sociétés que vous allez voir par la suite, ce sont des sociétés entre Jetly et FG Inox qui s'adressent à des grossistes professionnels. Alors, je voudrais faire un focus particulier sur les sociétés qui ont soit été acquises, soit mené des opérations de croissance externe, puisque c'est des questions qui nous viennent souvent de nos actionnaires. Pour parler de la première, dans le graphique, Accélère et Vortis, cette opération s'est finalement bien déroulée, puisque nous avons cumulé les chiffres d'affaires des 2 sociétés et que Accélère a fini l'année à plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie dans cette aventure de la circulation d'air dans les bâtiments. Sferaco, qui a fait l'acquisition de Valfit fin d'année dernière, enfin fin 2017, également l'intégration s'est bien passée. Sferaco a intégré très rapidement cette entreprise, les produits ont été très rapidement en stock, les clients livrés, les contacts pris avec les fournisseurs, les synergies en place. FG Inox est une société qui est restée directement connectée à la holding. FG Inox est rentré dans le groupe, a produit un chiffre d'affaires et les résultats attendus. Et je dirais que les choses se mettent en place, les synergies sont déjà en place avec notamment Thermador International. Et nous envisageons en 2019 l'intégration informatique de FG Inox. Et enfin, un petit mot sur Sodeco, cette entreprise belge que nous avons acquise également en 2017. Elle a produit en 2018 les chiffres et les résultats escomptés, et la poursuite de l'intégration est là en 2019, puisque nous allons intégrer notre système d'information chez Sodeco. En tout cas, c'est l'objectif, nous allons le faire prudemment. Voilà, alors vous voyez que toutes ces sociétés s'adressent à une multitude de clients, dont des clients web, clients qui sont soit des clients traditionnels qui ont muté en clients web, soit des pure players. Si certains d'entre vous ont des questions à ce sujet, nous serons bien évidemment très contents d'y répondre. Je vais maintenant passer la parole à Patricia, qui va vous donner des éléments financiers. Au préalable, je vais faire quand même un petit focus sur l'international. Alors, Thermador International, c'est une très belle aventure, puisque cette société, on l'a démarrée en 2006. Aujourd'hui, c'est une société qui a passé allègrement les 20 millions et qui continue à se développer. Cette société livre des produits dans 45 pays différents, dont 13 pays en Afrique. Ça, c'est une nouveauté, puisque depuis maintenant quelques années, nous explorons ce marché. Ça représente 17,5%
de l'activité du groupe. Et nous projetons sur 2019 une activité internationale à 18,5. Alors cette activité internationale, elle n'est pas uniquement représentée par Thermador International, elle est également représentée par Sodeco, évidemment, qui vend en Belgique, aux Pays-Bas, et qui compte se développer en Allemagne et en Suisse. Elle est représentée par FG Inox, qui a notamment des clients au Maghreb, et nouvellement par Rousseau, qui a une activité en Espagne. Voilà, donc place à Patricia pour quelques éléments financiers et extra-financiers. Merci Guillaume. Donc pour résumer notre année 2018, en quelques chiffres clés, nous avons atteint en 2018 un chiffre d'affaires de 315 millions. Donc nous avons franchi la barre, le seuil de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau de Thermador Group. Donc, parmi ces 315 millions, 35 millions nous ont été apportés par ces nouvelles sociétés qui nous ont rejointes en 2017, Domac, Sodeco Valve, FG Inox, le groupe Valfit et le dernier, donc le fonds de commerce de Vortis France intégré à notre filiale Accélère. Donc 315 millions comparé à un 272 millions en 2017, donc une croissance à 16,2%. En termes de résultats nets, nous avons atteint le chiffre de 29,100 millions comparé à 26 millions l'année dernière. Donc nous sommes en croissance de plus 11% sur notre résultat net, ce qui est aussi une bonne performance. Il faut rappeler qu'en 2017, notre résultat net avait été gonflé, il avait été bonifié plus exactement par un remboursement de taxes sur dividendes, 1,5 million que nous avions payé sur les 3 dernières années. Donc finalement, notre rentabilité et notre performance en termes de résultats nets est meilleure que les 11% annoncés, puisqu'on est sur une rentabilité à plus 15%. Ensuite, si on continue sur nos chiffres clés, donc on va présenter la partie trésorerie, puisque c'est quand même un événement, ça a été un événement en 2017, mais c'est aussi un événement en 2018. Donc notre trésorerie reste positive à 23 millions, mais par contre, nous avons donc des emprunts et dettes financières à hauteur de 46,7 millions. Donc nous avions déjà en 2017 contracté 2 emprunts pour un montant total de 30 millions pour financer les acquisitions en 2017. Et en 2018, nous avons contracté 2 nouveaux emprunts pour 22 millions pour l'acquisition de Sanidom Rousseau. Donc ça a pour résultat une dette nette négative de 23,7 millions. Si on regarde en termes de cash flow, on reste sur un cash flow généré par notre activité qui est positif à plus de 18 millions. On notera également une valeur de stock à 122 millions. Donc notre stock nous permet d'avoir une qualité de service importante auprès de nos clients et ça reste toujours une des forces du groupe. Si on poursuit sur nos ratios financiers, donc nos ratios financiers montrent un résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d'affaires qui est à 14%, donc qui est en progression par rapport à 2017. Nous considérons que c'est une très bonne performance. Pourquoi c'est une très bonne performance? Parce que nous avons intégré donc, en 2017 un certain nombre de sociétés qui avaient une rentabilité plus faible que la moyenne du groupe. Et donc arriver à une progression ou un maintien en 2018 était pour nous un objectif et donc une bonne performance. Ensuite, si on regarde un autre indicateur clé au niveau du groupe, c'est le chiffre d'affaires par personne qui est de 662 000 € pour cette année. Il est plus faible que les années passées. Nous avons intégré 2 sociétés qui sont Sodeco Valve et FG Inox, qui sont sur des métiers un peu différents, puisque FG Inox fait de la distribution, mais vend aussi à des clients directs, et Sodeco Valve également, ce qui fait que le ratio chiffre d'affaires par personne est un peu différent. Sur nos ratios, encore nos ratios financiers, si on regarde notre résultat net part du groupe en pourcentage du chiffre d'affaires, nous sommes sur un 9,2%. En comparaison de 2017, il faut prendre en compte la bonification donc, des 1,5 million de remboursement de taxes sur dividendes. Autrement, nous afficherions une stabilité par rapport à 2017. Là encore, pour nous, c'est une bonne performance. Et si on regarde le ratio qui nous donne les frais de personnel par chiffre d'affaires, qui pour nous est un ratio important, on a franchi la barre des 11%.
c'est toujours un poste important de frais, mais dans le métier de la distribution et spécialement chez Thermador Group, pour nous, ça représente une force, puisqu'on a, les équipes pour assurer notre développement. Ensuite, Thermador Group, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont aussi un certain nombre de valeurs que nous avons toujours, depuis des années, mis en évidence dans notre rapport annuel. Cette année, nous l'avons mis en lumière suite à une réglementation de l'ONU. Nous avons présenté nos objectifs de développement durable. Nous en avons sélectionné 9 qui correspondent à nos valeurs, à notre engagement, à notre stratégie en tant qu'entreprise. Nous avons mis en évidence nos salariés, puisque nous considérons que nos salariés sont une force et représentent un facteur clé de succès. Donc nos salariés à qui nous offrons des conditions de travail, un bien-être. Donc nous avons réalisé en 2017 un baromètre social qui a rempli son objectif, puisque 94% de nos salariés y ont répondu, qui nous a permis de mettre en lumière un certain nombre d'actions pour améliorer à la fois la partie qualité de vie, flexibilité des horaires, revoir un peu les conditions et répondre au mieux aux attentes de nos salariés. Ensuite, nous, au sein de Thermador Group, nous sommes connus pour le partage de nos bénéfices, puisque 19% de la rémunération des salariés est composée de rémunération variable. Donc il y a un réel partage des bénéfices, une équité au niveau des salaires, de la politique salariale. Et ensuite, je préciserai aussi une transparence des salaires. Nous sommes connus pour cette particularité, puisque depuis maintenant des années, nous affichons les salaires mensuels et annuels en réunion générale devant l'ensemble des salariés dans chaque filiale. Au niveau environnemental, nous considérons également, même si nous sommes une société qui n'est pas une société, on peut dire, polluante, nous avons une activité de distribution, donc nous ne sommes pas une société chimique. Donc notre impact en termes de bilan carbone est faible, mais nous y travaillons. Donc nous avons fait une démarche en 2017 pour identifier clairement les postes dans nos dépenses qui pouvaient générer une émission de gaz à effet de serre importante. Donc nous avons travaillé sur les transports, sur les déchets, et nous continuons sur ces travaux. Nous impliquons nos salariés également dans cette démarche environnementale en les faisant participer, puisqu'ils sont aussi à l'initiative de beaucoup d'idées, notamment sur la biodiversité, puisque nous avons des constructions de bâtiments et dans le choix des espaces verts, nous préférons choisir des essences qui sont des essences locales, et nous intégrons les salariés dans ces réflexions. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ? Sur ce sujet, j'ai des milliers de choses à rajouter, mais je pense qu'il vaut mieux peut-être laisser la possibilité aux personnes qui nous regardent de poser des questions. C'est des sujets qui sont immenses, social, environnement. Il y a aussi le sujet qu'on n'a pas évoqué ce soir, mais qu'on peut évoquer si vous avez des questions, qui est le sujet de la gouvernance. Bien entendu, nous sommes prêts à répondre à vos questions pour tout complément. Veuillez vous référer au rapport annuel où il y a énormément d'informations. Alors, on va parler vie boursière, capital, en quelques minutes, et puis nous allons arriver bientôt au moment des questions. Alors, quand même des événements notables en 2018, puisque les actionnaires individuels ont progressé. Rappelez-vous, l'année dernière, 2017, vous aviez perdu un petit peu de terrain au bénéfice d'investisseurs institutionnels. En 2018, vous avez regagné une partie du terrain perdu. Et alors, on a la fierté de dire aujourd'hui que le capital du groupe Thermador est détenu à plus de 34% par des actionnaires individuels, ce qui est supérieur à notre modèle de toujours, puisque vous savez qu'on s'inspire fortement de l'Air Liquide à ce sujet, la façon de discuter et finalement de respecter les actionnaires individuels.
Donc l'Air Liquide est à 32, nous à 34. C'est une belle performance. C'est le témoignage, je dirais, de votre sang-froid et de votre vue à long terme, puisque nous avons traversé une année boursière, on va le voir après, chaotique. Et pendant ce chaos, les actionnaires individuels que vous êtes ont su rester calmes, voire reprendre des positions. Donc merci à vous pour votre confiance et on va travailler réellement à la justifier et à l'honorer. Alors, vous voyez également un petit mouvement au niveau de la partie administrateur, salarié et dirigeant. Cette partie baisse légèrement. C'est dû en grande partie au fait que Hervé Le Guillerme, qui je crois est là ce soir, donc je me permets également de le saluer, que Hervé Le Guillerme est sorti du conseil d'administration et donc a rejoint les actionnaires individuels. Donc voilà, je dirais que cette partie administrateur, salarié et dirigeant représente aujourd'hui quand même quelque chose de très significatif, mais on le sait, à l'avenir et dans les années qui viennent, au fur et à mesure que les dirigeants partiront à la retraite, il est fort probable que cette partie se réduise au profit peut-être des actionnaires individuels ou des investisseurs, nous verrons. En tout cas, 1070 nouveaux actionnaires individuels nous ont rejoints en 2018, malgré les tumultes, et nous avons dépassé, donc nous avons augmenté le chiffre d'actionnaires au total, et nous avons dépassé les 6000 actionnaires, ce qui est, pour la taille de notre société, une très belle performance. Je voulais aussi dire un petit mot des actionnaires salariés. Les actionnaires salariés représentent une partie significative, puisqu'ils ont 2,5% du capital au travers du FCP et 1,9% en direct. 87% des salariés, fin 2018, étaient actionnaires directement ou indirectement. Donc vous voyez que c'est véritablement quelque chose d'important pour nous. À ceci, nous allons rajouter le 4,2% de salariés qui sont maintenant retraités. Et donc on arrive à un 8,6% d'actionnaires salariés ou d'actionnaires anciens salariés. Et on s'est fixé un objectif d'atteindre les 10%. Alors pourquoi tout d'un coup le groupe Thermador se fixe cet objectif? Nous avons senti de la part du gouvernement une réelle volonté de nous aider et donc on va profiter des aménagements qui sont faits par le gouvernement, qui sont d'ores et déjà faits et qui vont sans doute être faits et votés dans la loi Pacte. Et au travers de la résolution numéro 12 que je vous invite à lire avec attention, cette résolution propose une augmentation de capital réservé aux salariés, alors qui sera maîtrisée entre 0,5 et 1% du capital. Cette augmentation est destinée effectivement en partie à atteindre cet objectif de 10%. Bien évidemment, s'il y a des questions sur cette résolution numéro 12, j'espère qu'on aura le temps d'y répondre. Quelques mots sur la vie boursière. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'année 2018 a été chaotique, hein, puisque nous avons connu un plus haut à 65 € et un plus bas à 42,50. Ça fait des écarts très inhabituels pour notre titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au mois de septembre, il y a eu un vent de panique des investisseurs institutionnels au sujet de la bourse d'une manière générale. Et donc, ils se sont allégés d'une manière assez radicale et particulièrement au niveau des valeurs moyennes tenues dans leur portefeuille. Alors, ça veut dire que le groupe Thermador a subi cette situation, mais de la même façon que toutes les sociétés du CAC Mid & Small, puisque finalement, sur l'année 2018, notre titre a baissé de 21%, exactement de la même façon que le CAC Mid & Small. Alors, si on prend un petit peu de champ, et c'est ce que vous voyez sur cette diapo, mais je vais commencer plus court, sur 2 ans, ça représente quand même une hausse du titre de 6,6%, et sur 15 ans, une hausse du titre de 288%. Comme vous le voyez également sur cette courbe, nous vous proposons un dividende en hausse, alors un petit peu moins de 3% de hausse. Ce dividende à 1,75 €, avec, je dirais, un cours moyen de 55,77 en 2018,
représente un rendement un peu supérieur à 3%. Alors au cours actuel, le rendement est un peu supérieur. Nous allons soumettre cette résolution et espérons que nos actionnaires vont voter favorablement à cette augmentation de dividendes. Nous aimons toujours faire un calcul de rendement global sur une très longue période. Donc, calcul fait sur 18 ans, ça correspond à la création de notre FCP. Calcul fait sur 18 ans, dividendes réinvestis. Nous restons, malgré cette mauvaise année boursière 2018, nous restons sur un rendement global annuel supérieur, brut, supérieur à 15%. Patricia et moi pensons avoir dit l'essentiel. Cela étant, place maintenant à vos questions. Alors, peut-être qu'il y aura tellement de questions que nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions. Si c'est le cas, nous vous invitons à transmettre vos questions à une adresse mail qui vous est dédiée, actionnaire@thermador-groupe.fr, actionnaire au pluriel. Comme nous le faisons régulièrement, nous répondrons en direct par mail à vos questions. Vous pouvez également nous appeler au téléphone, ce n'est pas une plaisanterie. Patricia ou moi, on sera très heureux de vous avoir au téléphone et de répondre directement à vos questions. Alors, voilà, les premières questions arrivent. Quand sera versé le dividende? Alors, la date précise, est-ce que tu l'as en tête, Patricia? Le 25 avril. Le détachement, c'est le 23 avril et le versement est prévu pour le 25 avril 2019. Donc 2 jours après. Question numéro 2, y a-t-il d'autres rachats à venir? Alors, tout dépend de l'échéance dans laquelle on se trouve. L'avenir peut être court ou lointain. Je dirais qu'à court terme, il n'y a absolument rien de prévu en termes d'acquisition. Ni Patricia, ni moi, ni personne ne cherchons activement des sociétés à acheter. Nous estimons que nous avons suffisamment de travail pour bien intégrer toutes les sociétés que nous avons acquises ces derniers temps. Et de toute façon, beaucoup de projets, que ce soit des projets digitaux dans le groupe qui nous mobilisent du temps, et donc, voilà, donc pas de choses à court terme à venir. Patricia, tu as un mot à rajouter par rapport à ça? Non, je pense qu'effectivement, le travail sur l'intégration des nouvelles filiales, ça correspond à un challenge important pour le groupe. On a déjà commencé en 2018 à travailler sur les synergies, mais il y a encore beaucoup de travail et la fusion prévue de Rousseau et d'Ypra va également monopoliser beaucoup de notre énergie. Question numéro 3, quelle prévision de croissance du CA pour 2019? Alors, ça, c'est sans doute posé par une question de quelqu'un qui nous découvre, puisque, vous le savez, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, nous ne publions jamais de prévision de chiffre d'affaires ou de résultats. Nous préférons le faire en interne. Bien entendu, on a eu une idée assez précise de ce que nous comptons faire, mais nous ne souhaitons pas publier ces chiffres sur le marché. L'inconvénient de publier ces chiffres, c'est que nous serions amenés à devoir les justifier d'une manière régulière et finalement justifier des écarts parce que forcément le monde est tellement incertain aujourd'hui que des prévisions sont soumises à erreur et donc justifier des écarts pour nous c'est un petit peu du temps perdu. D'autre part, c'est vrai que vous voyez bien que quand une société donne des objectifs et ne les tient pas, ça peut avoir des répercussions sur son cours de bourse assez brutales. Donc on préfère éviter ça. Globalement, on souhaite que nos actionnaires comprennent notre métier, nous fassent confiance, regardent ce que nous avons fait par le passé et d'une manière générale, tout ça donne de bons résultats. Question numéro 4, Patricia? Donc la question, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur le remboursement exceptionnel des taxes sur dividendes? Donc historique, depuis 2013, Thermador Group payait des dividendes, 3% de taxes sur les dividendes remontés de ses filiales, puisque nous ne sommes pas un groupe en intégration fiscale. Donc indirectement, nous étions impactés par cette loi. Cette loi a été déclarée comme étant anticonstitutionnelle en 2017. Ce qui nous a permis de demander le remboursement de ces taxes. Voilà, donc on a eu, ça correspond à 1,5 million finalement de boni sur notre résultat 2017. Donc
dans ce qu'il reste encore que nous avons payé, c'est 2013 et 2014, et ça, on a une action auprès du tribunal administratif pour réclamer le remboursement de ce reliquat de taxes. Question numéro 5, concernant les efforts sur la réduction du bilan carbone, locaux de stockage avec éclairage LED, point d'interrogation, chariot de manutention électrique ou à gaz, point d'interrogation. Alors, je vais commencer à répondre, et puis je laisserai Patricia, qui est plutôt experte sur ce sujet, terminer. En ce qui concerne le bilan carbone, on a fait un travail important, et Patricia a été maître d'œuvre dans ce travail, pour imaginer comment nous pourrions réduire notre bilan carbone. Et très étonnamment, nous pensions que l'importation, par exemple par conteneur, allait nous pénaliser énormément, ce qui n'est absolument pas le cas. L'importation par camion en provenance d'Europe est plus pénalisante que l'importation par conteneur en provenance d'Asie. Vous voyez, il y a des choses qui sont assez surprenantes. Donc en fait, on a plutôt intérêt, dans un avenir moyen et long terme, à travailler avec nos fournisseurs, nos fabricants, pour imaginer des produits, donc travailler sur le produit pour imaginer des produits qui sont moins impactants sur le bilan carbone. Et donc c'est un travail de très longue haleine, déjà pour concevoir, imaginer, mettre sur le marché ces produits, et puis aussi accélérer la mise en vente des produits qui sont par nature amenés à faire économiser l'énergie. Ça c'est déjà le cas, nous avons déjà une multitude de produits chez Thermador, chez Jetly, chez Sferaco, avec des compteurs par exemple, qui permettent cette réduction de consommation d'énergie, mais nous avons un travail à faire effectivement dès la conception, et donc forcément c'est du moyen et long terme. Patricia, est-ce que tu veux compléter sur, par exemple, nos dépôts, l'éclairage LED, les chariots ou d'autres initiatives que nous avons pu prendre dans le domaine de l'environnement et de l'économie d'énergie? Donc, concernant les locaux de stockage, ça fait depuis donc, 2014, c'est le premier entrepôt que nous avons équipé d'éclairage LED, était l'entrepôt de Sferaco, qui comprend 12 000 m² de surface au sol. Donc c'était le premier test que nous avions réalisé au niveau de Thermador Group dans les bâtiments de stockage. Nous avons poursuivi avec un autre bâtiment, celui de Sectoriel, où nous avons également mis en place l'éclairage LED. Et en 2018, Jetly, notre filiale, a décidé de changer également de type d'éclairage, et PB Tube en 2019 le fera également. Donc cet éclairage LED donc permet de réduire en termes de consommation, mais également nous permet d'avoir un meilleur éclairage pour nos préparateurs de commandes. Et ça, à la fois, ça a un impact au niveau de l'environnement, mais également ça permet une amélioration des conditions de travail. Concernant les chariots de manutention, nous n'avons pas de chariot de manutention à gaz ni électrique, parce qu'en termes de réglementation, c'est beaucoup plus lourd au niveau des locaux de charge. Donc nous restons sur des engins de manutention relativement traditionnels. Ensuite, quand on parle des bâtiments de stockage, donc là on a un projet sur 2019 de réhabilitation d'un entrepôt de stockage, celui de Dipra. Et nous avons pris la décision de fonctionner en autoconsommation et de mettre en place des panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est une première dans le groupe. Nous avons des surfaces au niveau des toits qui nous permettent de faire ça. Donc ça va être un essai, et nous allons voir comment ça se traduit sur nos consommations, enfin autoconsommation, et les économies qu'on va pouvoir réaliser. D'autre part, dans ce nouveau bâtiment qui va être construit, toute la partie bureau va être chauffée et rafraîchie avec un plafond rayonnant qui est un produit qui est mis sur le marché actuellement par PB Tube, un produit innovant. Et nous espérons, avec ce système de chauffage et de rafraîchissement, d'une part amener tout le confort à nos salariés, les salariés qui travailleront dans ces bureaux, et d'autre part consommer moins d'énergie pour chauffage et refroidissement de ces bureaux. Voilà, quelques exemples. Oui, je voudrais quand même citer le fait que nous avons mis en place chez Sferaco une borne pour que les salariés qui viennent avec des véhicules électriques puissent se charger leur voiture sur le parking de Sferaco, mais c'est ouvert à toutes les filiales. Au fur et à mesure que les voitures toutes électriques viendront dans le groupe et seront choisies par les salariés, nous n'hésiterons pas à installer de nouvelles bornes de manière à ce que cette pratique puisse s'étendre. Voilà quelques exemples. Alors, question numéro 6.
Donc la question numéro 6, je n'ai pas reçu d'information convocation pour la prochaine Assemblée générale mixte, donc qui aura lieu le 8 avril 2019 à l'Institut des Lumières à Lyon. Les courriers ou courriels partiront la semaine prochaine, vers le 11-12 mars. Donc ça ne tardera pas. Donc après, on a également une réunion d'information à Paris pour nos actionnaires parisiens qui se tiendra le 11 avril 2019 au Salon Roche. Voilà pour le petit tour de l'agenda. Alors, le digital prend beaucoup de temps aux filiales. Pensez-vous créer des postes? C'est déjà fait. C'est vrai que l'équipe informatique s'est largement étoffée. Nous avons tout d'abord recruté un DSI et aujourd'hui, ce directeur de système d'information est entouré de 4 personnes, dont un dernier recrutement d'une femme qui est effectivement là pour, entre autres, aider les filiales à bien maîtriser la plateforme que nous avons choisie pour nos sites internet, qui est une plateforme Magento. Donc ça fait maintenant une équipe informatique de 5 personnes. Donc nous avons fait des recrutements. Nous avons dans le domaine effectivement du digital beaucoup évolué dans notre agence de communication. Et vous voyez d'ailleurs, c'est cette agence qui organise ce webinaire avec 100% de personnel Opaline, des gens qui travaillent, une personne Aurore qui travaille sur les réseaux sociaux. Et tout nouvellement, nous avons embauché un vidéaste qui s'appelle Nicolas et qui est derrière l'écran, juste à côté de nous. Donc effectivement, ça a généré des embauches, mais également, plutôt que des embauches, des personnes dans le groupe qui étaient en filiale et qui ont évolué, qui ont appris de nouveaux métiers, qui ont particulièrement travaillé, mais encore qui travaillent beaucoup à l'enrichissement des bases de données. Donc à la fois des nouveaux postes et à la fois des personnes qui se forment et qui migrent vers des nouvelles activités qui, nous en sommes sûrs, seront productives au niveau du commerce. Question numéro 8. L'évolution du stock, donc ça c'est un commentaire, le ratio stock sur chiffre d'affaires qui paraît forte. Est-ce que c'est l'impact de la distribution en particulier ou celui des acquisitions récentes? Donc déjà, un point dans la valeur du stock de 122 millions, ça comprend la valeur du stock de Rousseau, enfin Sanidom Rousseau, puisqu'on les a intégrés au 31 décembre uniquement pour la partie bilancielle, donc leur stock fait partie de nos chiffres. Ensuite, le ratio stock sur chiffre d'affaires est, on peut dire, légèrement en augmentation. Ça fait partie des projets de 2019 de demander à nos filiales de revoir les lignes de produits stockées et voir effectivement ce qui est adéquat de conserver en termes de produits et en termes de niveau de stock. Donc on a un travail spécifique à faire pour à la fois optimiser la partie trésorerie de nos filiales, mais également la gestion de nos entrepôts, puisqu'on se rend compte qu'on a quand même beaucoup investi dans l'immobilier, dans les surfaces de stockage, on s'est beaucoup étendu et nous souhaitons qu'une réflexion soit menée par nos filiales sur l'optimisation de ces surfaces. Question numéro 9. Participez-vous avec vos fournisseurs à des travaux d'amélioration, R&D des produits, modification des matériaux? La réponse est oui. Avec tous nos partenaires industriels, nous avons des réflexions sur les produits. Alors, bien évidemment, ça rejoint le vaste thème de l'innovation. Dans certains cas, l'innovation vient de nos fournisseurs. On a des fournisseurs qui ont de très bonnes idées, qui nous les proposent et nous les acceptons et nous les mettons sur le marché. Et ça peut très bien se passer. Je pense particulièrement à notre premier fournisseur qui s'appelle Calefi, qui est une société extrêmement créatrice. Mais également Adab, qui est une société italienne qui fabrique des pompes et qui a beaucoup d'idées, qui a imaginé beaucoup de nouveaux produits ces dernières années. Mais nous pouvons de temps en temps suggérer à des fabricants des modifications, y compris des modifications extrêmement techniques. J'ai en tête une modification qui a été faite sur des cuves de relevage par Jetly, qui a poussé les fournisseurs à transformer des pièces métalliques en matériaux composites, avec l'avantage de la légèreté, mais également l'avantage de la résistance à la corrosion, par exemple.
Et donc, ça permet d'alimenter les produits innovants et de rester innovant sur le marché. C'est un point important puisque c'est une de nos forces par rapport à des sociétés qui sont filiales de fabricants. Nous, nous sommes une société de distribution. Si nous avons une bonne idée, si nous pensons que les clients vont ou nous demandent un nouveau produit, charge à nous, soit d'imaginer le produit, de le faire dessiner et de trouver une usine, ou éventuellement trouver un fournisseur qui a déjà ce produit à cette gamme. Donc le champ de l'innovation est pour nous beaucoup plus important que celui d'une société filiale de fabricants. Guillaume, je pense qu'on peut peut-être aussi parler de Bioturbat, Oui. la nouveauté de Jetly, puisque ça rejoint à la fois la partie innovation et la partie environnement, puisqu'en 2018, notre filiale Jetly a lancé un Une cuve cuve de un système relevage, de relevage. un système de relevage avec donc des lombriques, voilà, exactement. Donc le lancement a été fait en fin d'année et nous espérons que ce système qui est innovant et à la fois tourné sur l'environnement recueillera des parts de marché importantes. Alors, pour le moment, il nous reste plus de questions venant de votre part. Nous allons... Ah si, il y en a une qui arrive. Alors attendez, Juste une. En attendant qu'elle arrive, je vais vous redire 2 mots par rapport à ce que nous avons déjà dit. Dans le rapport annuel qui est en ligne, vous l'avez compris, hein, on fait partie des premières sociétés à mettre notre rapport, notre document de référence en ligne. Vous allez trouver, et je vous invite quand même à lire ces pages, pages 75 à 90, des informations détaillées sur chacune de nos filiales, leurs activités, leurs réussites, leurs enjeux. Et parmi les sociétés cotées, nous faisons partie des rares sociétés à entrer dans le détail des activités de nos filiales. Et pour bien comprendre le groupe Thermador, il faut rentrer dans l'activité de chacune de nos filiales. Je vous invite à le faire, ça complétera ce que nous avons dit rapidement, et je m'en excuse auprès des filiales qui nous regardent ce soir. Ça vous permettra de voir avec précision tout le travail qui est fait par chacune de nos filiales. Alors, une question qui arrive au sujet du Brexit. Est-ce que Un impact possible. est-ce qu'on a un impact sur le Brexit? Est-ce que le Brexit a un impact sur nous? Alors, je pense qu'on peut voir l'impact possible, puisque si on prend le chiffre d'affaires que l'on fait en Angleterre, il est quand même, chez Thermador International, il n'est pas très significatif. Et après, on a très peu de fournisseurs qui sont basés en Angleterre. Donc, si on prend ce point-là, l'impact sera très faible pour nous. Par contre, le Brexit a un autre impact, c'est sur le cours euro-dollar. Et là, on peut être impacté d'une certaine manière, puisqu'on a 33% de nos achats qu'on paye en dollars. Donc là, on voit quand même certaines variations importantes du cours euro-dollar qui peut nous être défavorable à nous de placer les couvertures et les achats en dollars en conséquence. Une question également sur le développement des fournisseurs en Chine ou en Asie. Mécaniquement, en 2019, la part des fournisseurs en Asie va progresser, puisque la majorité des fournisseurs de la société Rousseau sont des fournisseurs qui viennent d'Asie. Donc il va y avoir un effet mécanique. Ça ne signifie pas du tout qu'il y a un effet de glissement des fournisseurs européens historiques du groupe vers des fournisseurs asiatiques. C'est un mouvement qui est dû à cette croissance externe. Nous, ce qu'on constate depuis maintenant les dernières années, c'est qu'il s'est établi un certain équilibre entre les sociétés partenaires qui sont situées en Europe et aujourd'hui premièrement en Italie, et les sociétés qui sont situées en Chine. Alors, ou en Asie, puisque quand on parle de l'Asie, on parle de la Chine, bien entendu, mais on parle aussi de l'Inde, on parle de Taïwan, par exemple, et même du Japon, où on a des fournisseurs. Alors, je vois que les questions se succèdent. Alors, est-ce qu'on a mis en place un club actionnaire, Patricia? Pour l'instant, non. On a un espace actionnaire sur notre site internet. D'ailleurs, nous avons revisité notre site internet, donc la nouvelle version sera bientôt en ligne. Donc nous avons un espace actionnaire, mais nous n'avons pas encore lancé de club actionnaire. Alors, ce qu'on a coutume de dire dans le groupe Thermador, c'est que
nous soignons tous les actionnaires et tous les actionnaires finalement sont membres de notre club. Alors, la question qui peut venir par la suite, c'est est-ce qu'il sera possible dans un avenir proche ou lointain de visiter le groupe? Nous l'avons déjà fait il y a quelques années, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Nous le referons sans doute. C'est vrai que c'est toujours très intéressant pour vous et pour nous d'avoir cette rencontre sur site. Alors, ça peut se faire avec des actionnaires qui sont proches géographiquement de nous, c'est plus facile. Bon, si d'autres actionnaires souhaitent venir nous voir, on peut organiser par groupe de 20, 30, 40 personnes des visites de site. C'est aussi des choses qui peuvent se faire à la demande, je dirais. Alors, on a une question, Patricia, sur la croissance en Afrique. Alors, on est sur ce sujet extrêmement modeste et extrêmement discret pour des questions de confidentialité. Le chiffre est en croissance, mais nous partions il y a 2 ans de zéro, quasiment zéro. Donc effectivement, la croissance de Thermador International est très homogène sur beaucoup de pays européens. La croissance en Afrique est beaucoup plus forte, mais comme nous partions d'un chiffre beaucoup plus bas, je dirais que c'est difficilement comparable. Voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire. Ce qui est très important pour nous dans cette démarche vers ce continent, c'est de prendre de l'information, commencer à nouer des contacts avec des premiers clients et être prêt pour ce marché qui, pour nous, dans les 10, 20 ans, sera forcément un marché important pour le groupe. Mais on peut quand même rajouter que FJ Inox était déjà présent en Afrique, notamment en Tunisie, Maroc et Algérie. Donc on a un chiffre d'affaires qui s'est un petit peu bonifié par rapport à ça. Et Thermador International, c'est vrai qu'en 2019, a décidé de renforcer son équipe de commercial itinérant sur l'Afrique. Donc il y a un développement et nous allons poursuivre dans ce sens. Alors quels sont les pays que nous avons comme clients, ou alors où sont nos clients en Afrique? Alors, les clients se situent au Maghreb, en Égypte également, donc Algérie, Tunisie, Maroc. Nous avons des clients au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin. Nous avons des clients au Cameroun, nous avons des clients au Gabon, nous avons des clients en Éthiopie et au Kenya. Donc vous voyez, c'est quand même 13 pays différents, situés au nord, à l'ouest, à l'est. Et on commence à mettre des jalons dans tous ces pays-là, avec, comme Patricia l'a dit, une équipe constituée au départ d'une personne. Entre parenthèses, bravo Stéphane pour ce développement que tu as produit. Et maintenant, 2 personnes qui vont s'occuper de ce grand continent. Bien évidemment, nous allons continuer à étoffer nos équipes avec les résultats qui arriveront. Alors, je vois que les questions sont maintenant taries. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé et je pense que nous pourrions quand même y passer un petit peu plus de temps. C'est la résolution numéro 12. Alors, parce que des investisseurs que nous avons rencontrés cette semaine nous ont posé des questions à ce sujet. La première question qui a été posée par des investisseurs est est-ce que cette opération sera renouvelée tous les ans? Alors, nous avons clairement dit que ce n'était pas l'objectif. Historiquement, dans le groupe Thermador, nous respections bien évidemment la loi, et donc cette résolution d'augmentation de capital réservée aux salariés était, pour être conforme, proposée tous les 3 ans, puisque nous n'avions jamais atteint les 3% du capital détenu par le FCPE. Et à chaque fois que cette résolution était proposée, le conseil d'administration proposait à ses actionnaires de voter contre. Voilà, donc cette année, nous changeons de position, nous proposons aux actionnaires de voter pour, avec, je l'ai dit, l'objectif d'emmener les actionnaires salariés et salariés retraités à 10% du capital. Une fois cet objectif atteint, et le FCPE au-delà de 3%, bien évidemment, nous ne serons plus dans l'obligation de présenter cette résolution. Et logiquement, c'est je dirais, un one-shot, comme on dit en anglais. Et nous espérons que, bien évidemment, les actionnaires vont nous suivre et que derrière, les salariés vont adhérer à ce projet. Alors, il y a plusieurs façons de mettre en œuvre ce projet. D'abord, on a 18 mois pour le faire, donc on a du temps. Si nous avons le vote favorable. Si l'AG vote favorablement, Patricia a raison.
Nous ne prendrons pas des décisions seuls, mais avec les salariés et particulièrement leurs représentants au conseil de surveillance du FCPE. Alors, entre parenthèses, les salariés représentants au conseil de surveillance seront réélus cette année, puisque ça fait 3 ans. Réélus, et donc il va y avoir une élection par vote électronique. Donc il y a une discussion qui va s'instaurer avec ces salariés pour convenir des modalités. Nous connaissons les conditions aujourd'hui possibles. En quelques mots, les salariés pourraient bénéficier d'une décote de 20% pour des parts bloquées 5 ans dans le FCPE et une décote de 30% pour des parts bloquées 10 ans dans le FCPE. Un fonds spécial au départ est fusionné avec le fonds historique par la suite. La loi Pacte, qui est dans les tuyaux actuellement, je dirais entre le Parlement et le Sénat en discussion, proposerait d'augmenter ce taux de décote possible. Donc ce serait, là si c'est voté, 30% de décote possible pour 5 ans de détention et 40% pour 10 ans de détention. Voilà, donc ça donne un petit peu le cadre de cette opération, très résumé. Sachant qu'on y a réfléchi avec Patricia, si on mène cette opération, ce sera plutôt au mois de mars 2020, au moment où les salariés touchent leur partie variable, et en plus ça nous laisse le temps d'organiser tout ça, de communiquer, d'échanger. Voilà sur ce point qui me paraît important, puisque ça concerne les actionnaires, bien entendu, et ça concerne les salariés. L'objectif, la finalité de tout ça, c'est de conserver, bien entendu, des salariés fidèles, motivés, impliqués, connaissant de mieux en mieux les enjeux, je dirais, de la cotation en bourse. Pour nous, c'est vraiment important que les actionnaires, les salariés soient finalement dans le même esprit. Mais quelque part, c'est aussi la continuité de ce qui avait été mis en place par Guy Vincent, parce que Guy Vincent, c'est quelque chose, le fondateur du groupe, un des fondateurs du groupe, c'est quelque chose que au tout début du groupe, il l'a mis en place, il a développé l'actionnariat salarié. Et c'est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux, parce que nous avons dépassé le chiffre de plus de 500 salariés à fin décembre 2018. Donc voilà, donc maintenant c'est arrivé à convaincre aussi tous les nouveaux salariés qui nous ont rejoints de devenir actionnaires et montrer aussi que quelque part ils détiennent une partie de l'entreprise et qu'ils sont partie prenante dans les décisions. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous l'avons commencé un tout petit peu en retard et nous allons le terminer légèrement en avance. Alors, un petit rappel sur l'agenda. On l'a déjà dit, mais je le répète. 8 avril, à l'Institut Lumière, l'Assemblée Générale. Alors, à ce sujet, l'année dernière, nous avions fièrement presque atteint 70% de votants, présents ou à distance. Cette année, c'est clairement l'objectif de dépasser. Donc, on compte sur vous pour être bon citoyen, voter, venir ou voter à distance. Vous savez que Vote Access est maintenant possible. Le 11 avril, nous renouvelons l'exercice de l'Assemblée Générale sans les votes à Paris, au Salon Hoche à 16h. Donc nous savons que nos actionnaires parisiens sont assez fidèles à ce rendez-vous. Et une date également qu'il faut retenir, le 16 avril. Le 16 avril, date à laquelle nous allons publier notre chiffre d'affaires au premier trimestre. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous donner de tendance sur le premier trimestre. Je peux quand même vous donner les chiffres qui sont communiqués enfin des tendances qui nous sont communiquées par nos clients. Nos clients grossistes sanitaire chauffage, par exemple, qui sont réunis dans un syndicat qui s'appelle la FNAS, nous envoient des signaux positifs de chiffre d'affaires. C'est également vrai dans le domaine du grand public. Nous avons accès à des statistiques qui montrent que dans ce domaine-là, la croissance est là sur le mois de janvier. Donc il ne faut pas aller dans une vague de pessimistes. Il faut rester optimiste, tourner vers les clients, et c'est ce que nous faisons tous les jours dans le groupe Thermador. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Nous l'espérons à très bientôt physiquement ou via courriel ou au téléphone ou par le web. Bonsoir à tous. Bonsoir.